De retour en direct sur le plateau d'ATV. Dans quelques instants, soyez au rendez-vous pour notre grand débat, pour prendre un peu de hauteur, un peu de recul par rapport à tous ces événements. Nous avons avec nous Eddy Marajo, Géraud Ambroisine, Daniel Laporte, Myriam Malmain et Michel Branchi. Mais d'abord, Jean-Marc Dabreux, un petit point sur l'actualité du jour. Oui, tout à fait. L'actualité du jour marquée par ce nouveau drame au niveau national. Une attaque au couteau hier soir à Paris. 1 mort, 4 blessés. L'assaillant abattu par les forces de l'ordre en acte perpétré. Donc hier soir au quartier de l'Opéra. Une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste de Paris. Et on apprend cet après-midi qu'un homme qui est présumé avoir participé à ces attaques a été arrêté. Il aurait été l'un des complices de l'assaillant. Triste actualité également en Martinique, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, un marin est décédé. Il était sur le Ventose. La frégate de surveillance était en opération de surveillance au niveau de la République dominicaine. Il aurait chuté du navire et donc il était âgé de 36 ans. Et puis nous allons vous présenter donc le résumé de l'actualité du jour préparé par nos journalistes mobilisés. On va parler notamment de la Mercury Beach qui serait de retour en Martinique avec quelques polémiques. Et puis également d'un rituel qui serait mis au goût du jour, un rituel autour du rhum. L'actualité du jour préparée par Johan Boulard et Jade Adélie. Cette année, la Mercury Beach devrait bel et bien se tenir en Martinique. Mais où ? Plusieurs sites ont été évoqués, aucune piste confirmée. Pourtant, une rumeur se fait persistante, celle de la plage de Grand'Anse, ce qui n'est pas du goût de tous. Je ne suis pas contre qu'il y ait une fête musicale, une manifestation musicale en Martinique, au contraire. Mais ici à Grand'Anse, ce n'est pas le lieu parce que d'une part, la baie de Grand'Anse ne s'y prête pas, elle est protégée. Il y a plus de 250 tortues dans la baie. Il y a des plages comme le Cap Chevalier, comme Cap Macré, Grand Macabou, toutes ces plages qui sont libres et pas une habitation autour. Je suis partante pour cette manifestation ce jour-là. Concernant pour tous les restaurateurs, c'est un bienfait pour nous aussi. Pourquoi ? Ça va nous amener des clients et par rapport à notre chiffre d'affaires aussi, ça serait intéressant aussi. Je sais qu'il y a un problème au niveau du lieu par rapport à la commune de Grand'Anse, qui est une commune assez enclavée. Mais moi, je trouve qu'il faut tout simplement éviter les problèmes et en posant des corps morts, en évitant de salir les lieux, donc de jouer le jeu, de nettoyer, de payer des gens pour ça. Que ça retourne en Martinique, là, on est d'accord que ça, c'est une très bonne chose. Là, je suis tout à fait pour que ça reste en Martinique et que la population de la Martiniquaise puisse profiter en fait du plateau d'artistes, de l'événement lui-même, c'est une très bonne chose. À ce jour, la décision du maire n'est pas connue. La semaine prochaine, les organisateurs devraient communiquer les lieux et places de l'événement. Bien tout dit, là. Douci, homme. On goûte légèrement. Et on va monter vers le ciel. Un rituel qui pourrait paraître surprenant. L'héritage des anciens. Le petit punch, comme il était consommé à ses premières heures. Une pause, un moment intemporel qui coupe court au rythme trépidant de notre quotidien. Tout commence par la bienséance, en se lavant les mains et la bouche. Le deuxième moment, c'est le moment où le maître de cérémonie leur explique pourquoi ils sont là, leur raison de leur présence. Et puis le troisième moment, c'est le moment où il explique comment le petit punch se passe et comment il doit le boire à travers les chansons. On arrive à diluer un peu l'espace et aussi à décontracter tout le monde. C'est nous disons belles, nous belles, mais nous plus belles, mais nous autres belles, mais nous toutes belles. C'est pas l'apologie de boire du rhum, c'est un moment de prendre un petit coup en pensant à nos ancêtres, en pensant aux anciens et en pensant à nous à demain. Il y a hier et demain là-dedans. Une cérémonie comme celle du thé ou du saké au Japon. Ici, empreinte d'une spiritualité, de sentiments mystico-religieux et patrimoniaux. Je trouve que ça donne du sens à notre société et à nos pratiques quotidiennes. Et surtout, elle s'inscrit dans la transmission.
dans la transmission de nos comportements, mais de nos comportements liés à une nourriture interne et une nourriture spirituelle. Remettre un peu les choses en place, d'expliquer les choses et tout ça, de dire qu'il y a le crase après. Et, parce que maintenant, en fait, les gens ne boivent plus de rhum, à part les gens un peu de notre âge, quoi, entre guillemets. Les jeunes, ils boivent plus de rhum, ils boivent de la bière, ils boivent toutes sortes de boissons, mais ils ne boivent pas de rhum. C'est le moyen de rappeler que le punch est un moment d'une extrême convivialité, parce que la confection du punch indique qu'on est plusieurs à se servir à partir des mêmes ingrédients, mais que tout en ayant la même recette générale, chacun la met à son goût. Une course qui n'en est pas vraiment une, la Bubble Run. Courir dans les rues de Fort-de-France sans compter les kilomètres, ni classement ni récompense, mais les derniers tubes au passage de chaque stand. C'est un beau concept. C'est intéressant, ouais. Ça va. Sortie du dimanche, quoi. Alors dites-moi finalement, comment ça se passe? Ah, c'est super, franchement, le fun total et en même temps du sport, donc 2 pour 1. C'est facile, ça va. Vous voyez, je marche, je ne cours pas encore. Ah, ça se passe super bien, il fait chaud, mais on a la mousse pour nous rafraîchir. C'est très bien. Voilà, on s'amuse bien. On va à la zone. Bye bye. Au revoir. Le principe, c'est des courses fun de 5 km et en fait, à chaque kilomètre, il y a un stand avec de la mousse, des DJ, des hôtesses et des animations. Alors, on a après le Finisher Festival sur la Française cette année, puisque d'habitude, c'était au stade de Dillon, avec les DJ, de la mousse. C'est super. Prochain rendez-vous le 15 août pour la Foyal Color Run. Voilà pour cette chaude actualité. On poursuit avec le sport, puisqu'ATV, évidemment, c'est aussi la chaîne du sport. On reviendra notamment sur la victoire des Martiniquais, chez les filles comme chez les garçons, pour le tournoi Guimarancois en basketball, également du volleyball et la suite du championnat de Régional 1 en football. Voici le résumé de l'actualité sportive préparé par Karel Chassol et Clément Marajo. En basket, les équipes martiniquaises championnes anti-Guyane au féminin comme au masculin. Hier soir, au Palais des Sports de Rivière-Salée, dans la finale féminine, la Gauloise était opposée au BMBC de la Guadeloupe. Les Trinitéennes prennent le match par le bon bout et impriment leur rythme à la partie. Emmenée notamment par une Coralie Le Plus des grands soirs, la Gauloise s'impose sur le score sans appel de 63-24 et remporte son premier titre de championne anti-Guyane. Chez les hommes également, ce sont les Martiniquais qui raflent le titre et pourtant à la pause, le Golden Lion est mené d'1 point par les Guadeloupéens Bonello. Mais en deuxième mi-temps, les Joséphin haussent le ton, prennent 15 points d'avance avant de terminer la rencontre avec 7 points sur son adversaire. Le Golden Lion est champion anti-Guyane. Sport collectif toujours, en volleyball, on jouait hier soir au Palais des Sports du Lamentin les finales de la Coupe de Martinique. L'espoir de Saint-Clus s'impose chez les femmes et les hommes. Au féminin, l'espoir était opposé à l'éveil. Les Lucéens remportent les 2 premiers sets avant de se faire surprendre lors du 3e. Pas de quoi déstabiliser les partenaires de Soraya Yadza. Elle remporte le 4e set, 25-23, et le match 3-7-1. Chez les hommes, pas de suspense, l'espoir s'impose sans flancher sur le score de 3-7-0, 25-16, 25-17 et 25-18. Comme les filles, les Lucéens réalisent le doublé Coupe-Championnat. En football, fin hier soir de la 24e journée du championnat de Régional 1, le Golden Star qui recevait le New Star s'est imposé sur le score de 2-1, une victoire qui permet aux Étoiles d'Or de sortir de la zone de relégation. Le New Star, lui, reste au milieu de tableau. Sport mécanique, le rallye Madinina qui a débuté hier après-midi s'est clôturé dans la nuit et est revenu au tandem Orosman-Zéline. Au terme des 5 spéciales, dont une neutralisée, il devance le duo Coyan-Figaro. La paire Galette de Saint-Auré-Joseph Rose complète le podium. Le deuxième meeting des clubs s'est disputé ce mercredi 9. Kenny Fletcher du Stade Lamantinois a réalisé la meilleure performance mondiale sur le 110 mètres haies en 13 secondes et 30 centièmes. Le 100 mètres plat a été remporté par Judy Chalco de Bemao. Au javelot, c'est Sephora Bissoli qui s'illustre avec un jet à 49 mètres 78. Sandy Char-Antoine s'est imposé à la longueur 6 mètres 18.
Toujours mercredi, le Marshall Games International organisé par le Tropic Sport Attitude s'est tenu à l'IMS. Au menu pour les 93 participants, 2 km de parcours parsemés d'une dizaine d'obstacles. Christopher Ney de la team des Infiltrés réalise le meilleur chrono. Chez les femmes, c'est la valeureuse Maud Rocher qui s'impose en 28 minutes et 42 secondes. Voilà donc pour le résumé de l'actualité sportive préparé par Carré Chassol, Clément Marageau et José Lechertier. C'est l'heure de votre débat consacré aux chaînes ATV avec vous, Kathleen, et nos invités. Oui, Jean-Marc, la menace de liquidation judiciaire qui plane sur ATV et la réaction du personnel de la chaîne en lançant cette collecte que vous suivez depuis une semaine soulève de nombreuses questions. D'abord, la mobilisation de salariés pour tenter de sauver leur outil de travail, une réponse sociale rarement vue sous nos latitudes. Ensuite, l'élan incroyable de solidarité de la population martiniquaise autour de cette cause. Au-delà de défendre leur programme télé favori, les Martiniquais cherchent-ils à faire passer un autre message? Enfin, l'exemple d'ATV interroge évidemment la composition du paysage audiovisuel martiniquais. Comment préserver la pluralité médiatique dans un environnement restreint? Quel modèle économique, quel levier de financement? Ce soir, nous tenterons de prendre un peu de recul sur ces événements intenses que nous vivons depuis 10 jours avec nos 6 invités. Daniel Laport, sociologue, bonsoir. Avec nous également Michel Branchy, vous êtes rédacteur en chef du journal Justice, économiste également. Merci d'être avec nous sur ce plateau aussi. Bonsoir. Sur ce plateau aussi, Géraud Ambroisine. Vous êtes ancien responsable des programmes à Martinique Première. Vous êtes un acteur de longue date de l'audiovisuel public. Avec nous sur ce plateau également Myriam Malmain, présidente du Club Presse Martinique. Merci d'être avec nous. Eddy Marageau, directeur d'Open Soft System. Merci d'être là. Et puis nous accueillons également, qui revient tout juste d'ailleurs de Madiana où il faisait une performance, le sociologue Malik Duranti. Merci à tous et à tous d'être avec nous. Tout est parti donc d'un coup de massue, la liquidation judiciaire annoncée d'ATV le 15 mai prochain, faute d'investisseurs locaux pour compléter l'offre de reprise du groupe national Médias du Sud. Triste épilogue de plusieurs mois de redressement judiciaire, d'absence de direction générale à la tête d'ATV et de perte de confiance des salariés. Le personnel est au pied du mur et face à une alternative: ne rien faire et attendre la sentence, se battre et tenter de réunir des fonds. En cas d'échec, resterait la consolation d'avoir au moins essayé. La décision est prise le mercredi 2 mai dernier. La suite, c'est Marie Tricot qui nous la raconte en images avec Valérie Vincent. Oui, aujourd'hui, l'avenir d'ATV est en jeu. Nous, personnel d'ATV, refusons de laisser disparaître une chaîne qui s'engage depuis 25 ans au service de la proximité. Nous, personnel d'ATV, voulons préserver la pluralité de l'offre audiovisuelle en Martinique. C'est fondamental. Nous, personnel d'ATV, avons besoin de vous pour construire la télévision qui vous ressemble. Aidez-nous, faites un don, nous bisous aux autres. Une mire de bar à la place de votre chaîne de télévision, c'est ce qui risque d'arriver dans quelques jours. Hors de question de rendre les armes sans se battre. Le 4 mai 2018, nous, personnel de la chaîne ATV, décidons de prendre notre destin en main. Bonjour à nos consoeurs et confrères de la presse. Bonjour à ceux qui nous suivent en direct sur la page Facebook d'ATV et surtout, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Si nous avons décidé, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, d'interrompre vos programmes pendant quelques minutes, c'est que l'heure est véritablement grave. Dans 2 semaines ou presque, ATV, votre télé, va fermer définitivement. Devant nos confrères de la presse, nous, journalistes, techniciens, présentateurs, maquilleuses, réalisateurs, ingénieurs du son, demandons de l'aide à la population pour sauver la télé du pays. Le 4 mai, nous lançons une plateforme de financement participatif, une première pour un média en Martinique. Parce que ce financement participatif va nous permettre, au fait, d'entrer des financements au sein de l'association qui pourra, elle, en tant que personne morale, intégrer le capital de l'entreprise. C'est maintenant, on a 10 jours, 10 € pour sauver la télé du pays. ATV s'empare d'Internet, mais également des routes martiniquaises.
Aux couleurs de notre chaîne, la caravane de nos équipes se rend à la rencontre de la population. Des échanges, des mots d'encouragement et un énorme élan de générosité nous accueillent à chaque étape. Au don, qui nous rapproche un peu plus chaque jour de notre objectif, vous nous offrez aussi la force de continuer ce pari un peu fou. Merci d'être présent pour ATV. Une cagnotte qui s'enrichit au fil des jours, des rencontres sur la route et des rencontres au sein même de nos locaux. Jamais autant de téléspectateurs de tous âges et de toutes conditions n'auront défilé jusque sur notre lieu de travail. Ça, c'est mon toute information, toute bagaille là. Et puis bon, on est en Tchèque pays, il y a posé des questions, les toutes bagailles, des bagailles qu'a fait dans la vraie vie en fait. Une bonne télé et il y a des jolis feuilletons que j'aime bien, j'apprécie. J'ai que ma femme, elle regarde beaucoup de feuilletons, alors elle m'a dit de venir passer et puis payer ensemble. ATV, c'est ma télé. Depuis votre naissance jusqu'à maintenant, c'est toujours ma télé. Et il n'y a pas de Martinique sans ATV. En parallèle de la grande collecte, ATV bouleverse ses programmes. De retour en direct sur ATV, je vous le rappelle, tous les soirs, en lieu et place de votre tranche info, nous vous proposons cette édition spéciale pour suivre avec vous l'évolution de la grande collecte. Sur le plateau, les anciens visages de la chaîne se mêlent aux nouveaux. Artistes, journalistes, chefs d'entreprise, femmes et hommes politiques, tous ceux à qui ATV a permis de communiquer, de lancer un appel, de relayer leurs victoires et leurs défaites, en somme d'exister dans le paysage médiatique, viennent rendre un peu de ce qu'ATV leur a donné. Je ne veux pas qu'ATV disparaisse. C'est toute ma jeunesse, j'ai grandi avec ATV. Depuis tout petit, j'étais qu'à regarder ATV. On a vu naître qu'ATV, c'est comme si on a eu un bébé, donc on a envie qu'il grandisse. C'est fondamental qu'ATV puisse continuer à exister. Et ça fait partie du patrimoine martiniquais. ATV, c'est ma télé, mais qu'à garder parce qu'il a gardé moins. ATV permet à tout un chacun de se replonger dans l'histoire. On a besoin d'une télé comme la vôtre pour cette impertinence. Si ATV meurt, c'est fini pour nous. C'est une belle démonstration quelque part de solidarité des Martiniquais. On sent qu'il y a un moment fort qui est en train de se passer. Vous êtes en train de réécrire le mot solidarité pour la Martinique. Premièrement, je veux que la Martinique rende hommage à l'équipe d'ATV. Il est essentiel en fait qu'ATV poursuive, je ne dis pas survive, mais qu'ATV poursuive. Une télé proche du peuple, une télé proche de nous, une télé partout dans le monde. C'est important pour la pluralité d'expression. Toutes les collectivités devront être avec vous parce que nous avons besoin d'ATV. ATV en ballant, il faut que ATV vive. C'est en musique solidarité. Mitao, mita moins, je dis c'est solidarité pour ATV. Mitao. Il n'y a aucune raison que nous ne gagnions pas à la fin. Mais également des anonymes qui affrontent la caméra, les éclairages et le stress de l'antenne en direct pour livrer leur message de soutien. Pour moi, c'est la meilleure télé. Et si elle meurt, comme on dit, je ne sais pas qu'est-ce que je ferai. Des moments forts avec des remises de chèques en direct, des associations qui se mobilisent pour nous. Cette enveloppe avec la somme de 4 865 €. 4 865 €. Donc effectivement, le public a vraiment répondu présent et a été généreux. Nos confrères de la presse nous accueillent sur leurs ondes pour nous donner la force. Nous avons un objectif de 375 000 €. C'est la somme qu'il nous manque pour que le personnel puisse investir le capital d'ATV et donc tenter de sauver la chaîne à la barre du tribunal le 15 mai prochain. Le 15 mai, cette chaîne doit normalement s'arrêter. Et on doit bouger pour cette chaîne. ATV, on ne fonctionne qu'avec des JRI, des journalistes qui partent avec la caméra, qui sont cadreurs, qui sont rédacteurs, qui sont monteurs, qu'avec ces moyens plutôt réduits par rapport aux autres médias et qu'on entend des auditeurs qui disent au moins on va au fond, au bout de l'information, mais ça touche énormément. Et chaque mot d'encouragement nous permet de continuer le combat jour après jour. Bonsoir ATV et toute votre équipe. Donc très touché par votre démarche, je vous souhaite beaucoup de courage. J'ai fait leur don et je suis fière. Leur cause c'est ma cause et celle de ma famille. ATV c'est ma télé.
ATV a eu besoin de vous, et vous avez répondu présent. Vous nous avez permis de retrouver l'essence même de notre chaîne, la proximité d'une télévision faite avec et pour les Martiniquais. Voilà pour ce reportage concocté par Marie Tricot et Valérie et Vincent, alors que nous retrouvons tout de suite nos invités. Alors, je donne d'abord la parole au sociologue. Daniel Laporte, vous êtes sociologue du travail. On parle ici, on l'a vu dans ce reportage, d'une mobilisation du personnel qui lance une collecte pour tenter d'essayer de sauver son outil de travail. C'est assez inédit. Quelle est votre analyse de cette démarche ? Donc, c'est vrai que c'est inédit. Vous avez, je crois, dans l'avantage, dans le cadre de cette action, d'être dans un espace télévisuel. Donc, ça porte. Je ne sais pas si on aurait eu ce même résultat dans une autre entreprise, quelle qu'elle soit, où les salariés décideraient de participer au sauvetage de leur entreprise. Combien d'entreprises ont fermé et n'ont pas pu justement faire ce type d'action. Donc je crois que vous êtes dans un milieu favorable pour la mobilisation, pour faire cet appel aux dons. Déjà l'acte, vous avez osé. Mais il faudrait que l'on puisse détricoter un peu l'acte que vous avez lancé, parce que dans le cadre du financement participatif que vous avez lancé, vous êtes à deux niveaux. Un appel aux dons, puis investissement. Et là, il faut que l'on puisse clarifier ça pour le public, parce que le public a donné. Quel contre-don, ça c'est très important. Et puis, cet argent versé dans une association, et c'est l'association Médias des Îles qui devient un acteur, un participant au capital. Maintenant, tous ceux qui ont donné des dons, comment sont-ils? Est-ce qu'ils ont voix au chapitre dans le cadre d'une réorientation, d'une restructuration du projet? Parce que moi, je dis que nous avons atteint l'objectif. Hein. Oui, je suis très optimiste. Mais moi, je pense à demain. Pour tous ceux qui ont donné un don, première phase du financement participatif, deuxième phase, l'investissement. L'investissement fait par Médias des Îles qui vient au capital de l'entreprise, mais minoritaire, 35%, 34%. Hein. Donc, il y a là une vraie question, oui, c'est un vrai débat de société que nous sommes en train, vous avez ouvert une page sur quelque chose. Nous devons tous y réfléchir parce que c'est un exemple que vous êtes en train de lancer, et nous devons peut-être réécrire quelque chose autour d'un modèle économique dans notre économie capitaliste. Comment le don fait par les Martiniquais, comment va-t-il se traduire de manière très solidaire dans l'architecture des programmes d'ATV. Alors Daniel Laporte, sur même la prise de décision, quelles sont les contraintes qui sont liées à des personnels qui sont dans une même entreprise et qui voient leur outil de travail menacé? Quelles sont les barrières qui auraient pu justement éviter de voir que cette mobilisation a vu le jour concernant, au sein d'une entreprise? Au sein d'une entreprise, d'une manière générale, alors là, vous étiez dans un cas de figure particulier où il y a des actionnaires, donc enfin des personnes qui se positionnaient comme actionnaires qui se sont retirés, et tout de suite vous êtes venus à la rescousse en disant mobilisons-nous pour remplacer ces personnes qui sont parties. Dans une autre entreprise, quelle qu'elle soit, la communication, les salariés ont-ils cette force pour pouvoir lancer quand leur entreprise va être fermée, qui manque de l'argent au capital? Est-ce qu'ils sont en capacité d'entrer dans cette dynamique et d'avoir l'écho des médias pour justement faire cet appel aux dons? Donc ça, moi je crois que là aujourd'hui, c'est une opportunité. Moi je crois que c'est un moment opportun au regard de l'activité de votre entreprise.
parce que je ne sais pas si Martinique Première ou si ATV, dans une entreprise, une autre entreprise, une petite entreprise qui ne bénéficie pas de l'écho médiatique, en tout cas, médiatique, aurait pu faire ce même exercice. Alors, il arrive dans d'autres parties du monde que cet appel de fonds soit des moyens réguliers de lever des financements aussi. C'est une pratique qui n'est pas très familière en France, mais elle se fait ailleurs. Les fonds participatifs, enfin les financements participatifs en France, quand même, financer des entreprises, ont drôlement augmenté. Hein. Les gens donnent, d'une manière générale. En Martinique, on donne lorsqu'il y a un cyclone, etc. Mais pour financer des entreprises ou des augmentations de capital, il arrive que les entreprises fassent des collectes. Oui. Mais là, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle... Vous avez ouvert, comme je vous dis, une brèche. Je crois que nous sommes en train de réécrire quelque chose. Et si nous arrivons aux 375 000 €, je crois que vous ne devez plus vous arrêter dans l'analyse de ce qui est en train de se passer. Vous avez un devoir de travailler, d'être une télé qui va donner une nouvelle approche culturelle sur la question de l'entreprise en Martinique dans un système capitaliste. Malik Duranty, quel est votre regard, vous, sur cette action lancée par le personnel d'ATV? Alors, j'ai trouvé que c'était, pour aller peut-être en complément de ce que Daniel disait, j'ai trouvé que c'était vraiment une mobilisation. Alors, Malik Duranty, il y a un léger souci sur votre micro. Voilà, ça fonctionne, vous pouvez continuer. Oui, je disais, pour aller en complément, souvent ATV parle de cette notion de proximité, et c'est vrai que la proximité, c'est cette notion d'un espace vécu. Et là, la mobilisation de la population montre comment un média comme le vôtre a vraiment une dimension participative, dans le sens où les gens se sentent engagés dans la dimension, et très rapidement, la mobilisation a pris. Et ça soutient, en fait, votre initiative. Moi, ce que j'ai retenu d'assez intéressant, c'est de voir que malgré, effectivement, il y a eu un appel, au fond, sur la toile, beaucoup de Martiniquais se sont déplacés et ont eu besoin de vous rencontrer et ont eu besoin, justement, de ce temps de proximité-là. Alors effectivement, il y avait de votre côté une responsabilité sociale dans le dialogue social au sein de votre entreprise, mais il y a aussi la responsabilité culturelle aujourd'hui dans la proximité que vous avez avec la population et ce qu'elle dit vouloir garder, parce qu'en quelque part, il y a d'autres chaînes, si vous voulez, qui sont existantes, mais je crois qu'aller vers ATV, c'est aller vers quelque chose de particulier, qui est à la fois réel, mais qui est encore imaginaire. Et la question, c'est de savoir comment ensuite, par la suite, vous allez réussir à convertir ça en étant encore plus à l'écoute de cette population. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un temps de transition où de l'offre culturelle, on va dire, que les gens ont un peu subi parce qu'ils l'ont eu. Là, vous avez vraiment la preuve, c'est un exercice de démocratie qui est énorme dans le milieu de l'entreprise. Aujourd'hui, comme Daniel disait, il y a eu un don et forcément, il faut un contre-don. Est-ce qu'il ne pourra pas être pécunier? Donc il faudra remettre quelque chose, et peut-être la notion d'éducation populaire, la notion de mise en avant culturelle, de continuer à aller plus loin, justement, et peut-être pouvoir s'émanciper d'une certaine mesure, j'ose le dire, d'une forme de mimétisme médiatique par rapport à des modèles extérieurs, et vraiment créer quelque chose qui pourrait satisfaire notre population, même au-delà de ses espérances. Alors, Eddy Marajo, quel est votre regard sur cette action et aussi sur l'engouement qu'elle a suscité? Régine Germani disait tout à l'heure sur le plateau, c'était son opinion, c'est le meilleur des sondages. Alors, vous qui faites des sondages tous les jours, c'est votre métier. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord, je voudrais qu'on soit vigilant et qu'on ne verse pas dans l'optimisme béat. Je crois que rien n'est gagné et que le message doit être lancé aux magistrats. Alors moi, je voudrais lancer... Je suis désolé de ne pas répondre à votre question, mais oui, j'en profite. Vous y répondrez dans un second temps. Dans quelques secondes. Je voudrais lancer un message aux magistrats, parce que c'est eux qui prennent la décision. Alors, j'ai fait un petit tour de tout le monde. Il semble bien que les investisseurs extérieurs à la Martinique soient prêts à y aller. Il semble bien que ATV, à travers son personnel, soit prêt à y aller avec le soutien de la population, mais il faut que les magistrats entendent le message. Donc moi j'ai un message un peu particulier. Alors, il y en a un de mes interlocuteurs m'a dit « Oui, mais tout ça, c'est un peu politico-romantique. » Le problème, c'est que quand on se lève le matin et qu'on essaie d'avoir de l'information locale, on ouvre sa télé et on a LCI,
on a CNews, on a d'autres chaînes, mais un jour, on n'aura plus personne qui va nous dire ce qui est arrivé à Grand-Rivière ou à Sainte-Marie. On n'aura plus qu'une seule personne qui nous dira ça, et ça, c'est un danger majeur. Alors, au-delà des problématiques économiques, on le sait, cette chaîne perd de l'argent chaque année. Okay. Au-delà de ceux à qui cette télé doit de l'argent, il y a des créanciers. Au-delà de la sécurité sociale, à qui cette chaîne doit de l'argent probablement, etc., etc., il y a une fonction sociale qui est majeure. Et au-delà de la fonction sociale, il y a une fonction politique. Alors, le message pour moi aux magistrats est extrêmement simple. Il ne s'agit pas de traiter ce dossier de manière singulière, particulière. Non. Moi, je ne réclame pas un regard particulier, mais moi, ce que je réclame, ce que nous réclamons, c'est de l'équité. Autant il s'agit de préserver, on va dire, la paix sociale quand on ne liquide pas un groupe qui a plusieurs milliers de salariés, mais qui doit des dizaines de millions en cumulé. Et on dit, préservons ça, parce que si on liquide, ça aura... Ben, cette entreprise-là a droit au même regard. Non pas parce qu'ils ont 1000 salariés, et que si on met 1000 salariés dehors, ça la foutrait mal et il y aurait des émeutes, mais que l'extinction du feu médiatique, quel qu'il soit, provoque un risque à la paix sociale. Et je pense qu'il faut qu'ils entendent ce message-là. C'est simplement un message d'équité, au-delà, évidemment, des problématiques économiques. Et je pense qu'il faut qu'ils entendent ça, de la même manière qu'ils ont entendu ça il n'y a pas très longtemps, pour un quotidien qui perd lui aussi beaucoup d'argent, tous les jours. C'est-à-dire, chaque fois que le quotidien sort, il perd de l'argent. Il ne faut pas qu'on nous raconte quoi que ce soit. Mais la préservation de la pluralité médiatique, la préservation au bout de la chaîne de la paix sociale et de l'équilibre social, c'est fondamental. On ne traite pas un média comme on traite une boutique ou une épicerie. C'est fondamental. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont entendre ou pas, mais je pense que c'est fondamental d'entendre ce message-là. Myriam Malmain, vous êtes la présidente du Club Presse Martinique. Vous avez très tôt également exprimé votre soutien. Vous, quelle est votre analyse de cette mobilisation et de l'engouement qu'elle a suscité auprès des Martiniquais? Je crois que, comme disait Eddy à l'instant, c'est la mission de la TV, justement, de permettre d'entendre le cri de chacun, qui fait que chacun s'est mobilisé, chacun s'est reconnu, chacun s'est senti concerné et évidemment, s'est mobilisé très rapidement. Et je crois que ce n'est pas fini. Effectivement, il faut que les magistrats entendent. Il faut aussi que chacun, les autres médias aussi, aient cette solidarité qui est nécessaire. Et puis, il faut... effectivement, comme disait Daniel Laporte, repenser ce modèle économique. Il faut établir un modèle économique qui soit propre à ATV pour que dans 2 ans, vous ne soyez pas dans la même situation et pour permettre toujours l'expression de chacun voilà, sur ce média. Michel Branchi, vous, quel est votre regard sur cette action pour sauver ATV? Eh bien, mon regard, je vais prendre la profondeur, puisque je m'exprime au nom du journal Justice. Je pense que la première chose qui doit venir à l'esprit, c'est que, on a parlé de solidarité. C'est que lorsque on appelle au secours, eh bien, que l'on réponde. Ça n'empêche pas que les questions économique, de modèle économique se pose, mais c'est de répondre à cet appel au secours parce que c'est l'occasion de montrer que en Martinique, même si on sait que vous avez bénéficié de cet espace, on parlait tout à l'heure d'un apport particulier qui est médian, nous avons besoin en Martinique de nous retrouver nous-mêmes. Nous avons besoin de montrer que nous sommes capables d'agir ensemble. Et ça, c'est fondamental dans la période historique que vit la Martinique. Et l'exemple que vous donnez, c'est le fait que, comme vous faites une télévision de proximité, les gens se voient. Et c'est ça la différence. Les gens se voient.
Et c'est le meilleur médicament contre ce qui nous est instillé depuis plus de 400 ans, c'est l'aliénation, se voir à travers l'autre. Or, en se voyant à la télévision, moi j'ai été interrogé dans l'émission à plusieurs reprises, Tchepeya, bon, et alors bardé d'explications économiques, de ratios, de concepts. Et j'étais obligé à chaque fois de faire l'effort de parler aux Martiniquais de la rue. Alors, vous m'avez interrogé sur la vie chère. Vous m'avez interrogé sur ces questions-là. Hein, et sur le prix des carburants ou des choses de ce genre. Eh bien, j'ai eu le sentiment que le journaliste, la journaliste et le journaliste qui m'ont interrogé, eh bien, ils m'ont obligé à regarder les yeux dans les yeux les Martiniquais et de parler avec eux. Et ça c'est fondamental. Et puis la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est vrai que nous allons entrer dans des questions plus fondamentales sur la ligne éditoriale du journal, etc., d'ATV. Je n'ignore pas que nous sommes dans une société capitaliste qui est dominée par la pensée dominante. Et qu'en tant que journaliste, vous n'échappez pas à cette pression. Bon, mais ça, c'est un autre combat. C'est un autre combat. Non, je dis ça parce que j'entends autour de moi, on dit, oh, merde, oui, mais bon. Ça, c'est un autre combat. Le combat pour que l'information soit plus équilibrée et qu'elle ne tente pas à reproduire le système tel qu'il est, de manière infinie. Parce que nous sommes dans un système d'oppression, quand même. OK? Et qu'on n'utilise pas la presse pour cela, c'est un autre combat. Donc, au nom du journal Justice et au nom de tout ce que nous pouvons représenter comme le passé de lutte pour la liberté d'information, pour le pluralisme, nous sommes avec vous. Voilà. Merci à Michel Branchi. Alors, vous, Géraud Ambroisine, quel regard vous portez sur cette action pour tenter de sauver ATV, cette action lancée par le personnel? Je crois que c'est essentiel parce qu'on ne peut pas, même si on est sur un petit territoire, on ne peut pas avoir qu'un seul son de cloche. Moi, je me rappelle qu'à l'éclatement de l'ORTF, en 1974, on a vu arriver d'autres chaînes de télévision en dehors de la première chaîne. Tout le monde était ravi qu'il y ait d'autres chaînes de télévision. En 1981, on a vu se multiplier les offres télévisuelles. En Martinique, ça a été un petit peu plus difficile parce qu'on a une télévision jusqu'aux années 90 qui commence à 9h du matin et qui se termine à 22h. Après, on a vu arriver donc LCI, ATV, etc. C'était très bien. Pour moi, c'était une bonne chose qu'on ait cette multiplicité d'offres et de regards sur ce pays. Et en même temps, moi, je dis qu'il faut faire attention qu'en ayant cette multiplicité d'offres, on soit quand même à même d'offrir le vrai, avec V majuscule, le vrai, ce qui nous intéresse, nous-mêmes, notre culture. Or, je me rends compte que très souvent, on est un petit peu contrainte économique oblige de restreindre un petit peu les programmes locaux, de ne pas trop parler de nous. Ou alors, ça gêne certains que l'on parle trop de nous. Alors, on se dirige vers des chaînes. On a 150, je ne sais pas, 170 chaînes de télévision maintenant en Martinique. Et ce combat que mène maintenant ATV, moi, je soutiens ce combat-là parce qu'il faut, chez nous, sur notre petit territoire, il faut qu'on ait plusieurs sons de cloche. Moi, j'aime dire plusieurs sons de cloche. On ne peut pas rester avec une seule chaîne de télévision ou deux chaînes de télévision. Il faut que l'on puisse s'exprimer différemment parce que les uns ou les autres ont leur point de vue. Alors, je crois que ce combat d'ATV que j'ai vu arriver, ainsi que LCI, etc., qui est parti malheureusement... TCI, qui est parti malheureusement. Et ce combat que mène ATV m'importe beaucoup, parce que je ne voudrais pas voir cette chaîne disparaître.
C'est impossible, c'est inimaginable. Et puis, je connais les gens qui travaillent à ATV. Il y a des gens d'ATV que j'ai formés. Donc, moi, je ne voudrais pas que cette chaîne disparaisse pour ces raisons-là, pour des raisons économiques déjà, pour des raisons parce qu'il y a des salariés qui vont perdre leur emploi, et puis pour l'offre aussi télévisuelle. Donc, il faut que tout le monde soit derrière ATV. Alors vous parlez effectivement de gens que vous avez formés. Effectivement, depuis 25 ans, ATV est un véritable laboratoire, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, d'émissions de talent depuis 25 ans. Beaucoup d'émissions, beaucoup de créativité. Pourtant, la chaîne a eu plusieurs fois des difficultés économiques. Alors vous, Eddy Marajo, quel est votre regard sur cette question du modèle économique? Est-ce qu'une télévision locale privée, lorsqu'elle rencontre des difficultés, est-ce que c'est un problème conjoncturel lié à une mauvaise gestion ci ou là, ou est-ce véritablement également une question structurelle de la manière dont les recettes qui financent les télévisions sont faites? C'est plutôt la deuxième partie de votre question qui correspond à la réalité. Des télévisions dans le monde, il y en a qui disparaissent tous les jours. Et ça, c'est très clairement lié à ce qu'on appelle le modèle économique. Pour les gens qui nous écoutent, il y a deux colonnes, recettes, dépenses. Les dépenses, on les connaît. Il y a le personnel, il y a l'achat des programmes, il y a le fait qu'on loue ou on achète de l'équipement, un lieu, un local, etc., etc. Le téléphone, l'électricité. Et puis il y a les recettes. Une télévision, c'est pas compliqué. Ça n'a qu'une seule recette. A priori. Une télévision privée. Une télévision privée, bien évidemment. Parce que, une télévision privée. On parle de ça ce soir. Oui, télévision privée. Mais, sauf si vous souhaitez qu'ATV soit nationalisée, mais c'est mal barré. Pas exactement, mais. Alors, on va en parler. Pour l'instant, on va en parler. Ce sont les recettes publicitaires ou les recettes liées à la vente de programmes, etc. Mais bon, c'est marginal. C'est les recettes publicitaires. Alors, il y a deux messages qu'il faut faire passer ici ce soir. Il faut faire passer un premier message aux annonceurs, c'est-à-dire les Martiniquais qui achètent de l'espace publicitaire. Ce premier message est un message de responsabilité sociale. Et moi, je le revendique parce que nous, on édite des magazines. Et on voit bien un choix parfois surprenant d'investisseurs locaux qui savent que vous avez une audience qui est largement supérieure à ce qui est proclamé. Qui savent que des magazines, notamment les nôtres, j'en profite pour faire un peu de pub, et tous les autres, y compris Justice, etc., et les magazines martiniquais, ont une audience forte, mais en connaissance de cause, et pour des raisons qui sont des raisons surnaturelles, ils préfèrent choisir d'autres médias et assurer la pérennité d'autres médias qui ne sont pas des médias dont les propriétaires ou les acteurs sont des locaux, notamment ATV. Bon, il y a un premier message qui est un premier message de paix sociale. Il faut que ces types, ces femmes qui sont à la tête de l'achat d'espaces publicitaires se disent que tôt ou tard, le fait de choisir d'autres volontairement, qui ont des taux d'audience plus faibles, va un jour leur retomber sur le bec. Après, en 2009, ils disent « Ouais, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ?» Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé? Ben, vous avez éliminé des acteurs locaux qui sont en capacité de dire les choses de manière plus calme, de manière plus équilibrée, mais vous les tuez. Vous les tuez en ne leur donnant pas de publicité. OK? Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est le message au gouvernement. Une télévision, même si elle reçoit beaucoup de pubs, sauf si elle est la seule, donc elle a le monopole de la pub, même si elle reçoit beaucoup de pubs, elle ne va pas vivre. OK? Ça veut dire que, je parle dans nos d'une télévision, régionaux, voilà, dans une île. Okay? Une télévision de cette nature a un rôle de service public. OK? Donc, il est fondamental à deux niveaux. Un, ceux qui gouvernent prennent un certain nombre de décisions légales, réglementaires, pour assurer une partie du financement de l'ensemble des médias privés. Et ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas quelque chose de débile, ça existe dans plein de pays européens. OK? Un. Deux, les responsables locaux, donc c'est-à-dire ceux qui ont les moyens financiers d'aider,
considèrent que dans leur budget, il faut réserver une part, plusieurs millions d'euros par an, à l'aide directe aux médias locaux. Je pense à la CTM. La CTM doit dire la chose suivante: je réserve une partie de mon budget à la défense de la pluralité et donc je donne, évidemment avec des contreparties, mais je donne du fric aux médias locaux à un certain nombre de conditions. Voilà. Et ça, c'est ça la solution. Alors, vous souhaitez réagir, peut-être Madame Laporte, ensuite Monsieur Malmain. Alors, ce que Eddy vient de dire, j'y souscris. Alors, il y a, concernant le financement par les pouvoirs publics, il faut qu'il y ait une maturité de ces pouvoirs publics dans le financement d'une télé. Parce que quand, par exemple, la collectivité territoriale décide de mettre de l'argent au pot, elle aura tendance à dire comme je vous ai donné, vous devez faire ma promotion, vous devez faire la promotion de ma personne, la promotion de ma politique, etc. Pour cela, il nous faut rentrer dans un processus de maturité de nos pouvoirs politiques. Et vous considérez que nous n'y sommes pas pour l'instant ? Pas suffisamment, en tout cas. Bon, okay. Donc nous devons urgemment, pour pouvoir travailler sainement sur le maintien de la pluralité de l'information, ATV, les autres, hein, nous avons d'autres, hein, oui, je dirais KMT, Zouk TV, etc. Il faut aujourd'hui, je crois que l'heure est venue, j'étais en train de me chercher, est-ce qu'il y a eu des assises de la télévision, enfin de l'information télévisée faite en Martinique récemment? J'ai cherché, il me semble que ça remonte à très loin. L'heure est venue. Mais on ne peut pas vouloir faire une société nouvelle en créant, par exemple, la CTM. On était dans une autre logique. C'est vrai que c'est une évolution institutionnelle. Mais cette évolution institutionnelle, pour qu'elle puisse prendre, il faut faire une élévation forte des consciences martiniquaises. Or, et le paysage audiovisuel, le télévisuel, y participe. Donc, quel rôle, quelle fonction de socialisation doit-on donner aux différents outils médiatiques pour participer à l'élévation et à l'éveil critique de tout? Mais il faut également qu'en face, qu'il y ait en même temps une maturité des politiques pour pouvoir laisser ces espaces-là financés par les fonds publics. Ce ne sont pas leurs fonds. Les fonds des collectivités, c'est nos impôts. Nous en payons suffisamment. Donc, nos impôts, comment on décide quand ils financent une institution comme celle-là, qu'est-ce que l'on attend? Et c'est pourquoi je vous dis qu'avec cette opération que vous avez lancée, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose pour une évolution culturelle de l'approche de l'information en Martinique. Mais je ne vais pas vous lâcher, je vous dis, si vous y arrivez. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que chacun doit comprendre que l'entreprise de presse est une entreprise schizophrène. Ça veut dire que la partie économique ne doit rien avoir à aucun moment avec la partie journalistique. Les journalistes sont libres et traitent l'information avec les angles, etc., différemment et indépendamment de l'économie, des recettes et des dépenses. Et ça, chacun doit le comprendre. Et c'est pour ça qu'effectivement, les politiques, et notamment à la CTM, et je suis contente que Michel Branchi soit là, que chacun puisse décider. Alors peut-être qu'il nous dira que la structure juridique de la CTM ne permet pas que, mais peut-être qu'il y a moyen à ce moment-là, maintenant qu'on en parle, de chercher un moyen de trouver les possibilités alors d'être en capacité de financer les médias quels qu'ils soient. Et puis, il faut que ça soit clair. Il y a un anachronisme et doublé d'une injustice orchestrée par l'État depuis des années. C'est la redevance télévisuelle. La redevance télévisuelle existe depuis le début des années 30, je crois. Et elle est créée parce qu'il n'y avait que des médias publics. Aujourd'hui, la télé est privée, etc. Il est temps, je crois. Et puis, d'ailleurs, entre-temps, d'autres personnes, on en parlait, dans 59, etc., c'est revenu sur le tapis. Il est temps
que peut-être pas la supprimer, mais en tout cas effectuer des ratios, je ne sais pas, mais permettre de la redistribuer aussi aux médias privés. Aux audiences, peut-être notamment. Alors Jérôme Ambroisine, vous on va justement faire le point, Kathleen, sur cette redevance télévisuelle qui est ponctionnée annuellement sur donc les foyers martiniquais et français. Les foyers français en général, avec la taxe d'habitation. Voilà, la répartition de cette redevance télévisuelle qui est essentiellement donc pour le financement et d'ailleurs seulement pour le financement de la télévision publique. Voilà, cette palette, donc 67% de cette redevance télévisuelle va notamment pour les financements de France Télévisions, une autre partie pour d'autres chaînes. Ensuite Radio France, l'audiovisuel extérieur, donc c'est les chaînes de France Télévisions à l'international et puis évidemment l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel pour une petite part. Donc on le voit très, très clairement, donc l'intégralité de cette redevance est là pour financer l'audiovisuel public. Alors Jérôme Ambroisine, vous qui êtes un acteur de longue date de l'audiovisuel public ici en Martinique, effectivement cette redevance, est-ce que finalement elle ne pourrait pas être plus équitablement répartie, puisque, par exemple, ici, vous percevez, donc Martinique Première, l'ensemble des fonds de la redevance. Les téléspectateurs ne le savent pas toujours, d'ailleurs. Ils croient que quand ils payent leur redevance audiovisuelle, ils participent à l'ensemble des chaînes. C'est en moyenne 180 € par an. Donc finalement, est-ce que cette redevance ne pourrait pas être, dans nos régions où le contexte est particulier, être différemment répartie? Je voudrais d'abord signaler que ici, dans ce débat, je ne représente pas Martinique Première. L'audiovisuel public, alors, Bien. si vous préférez. Donc, je ne parle pas au nom de Martinique Première. D'accord. On va dire l'audiovisuel. Je vais répondre au titre de mon expérience personnelle. Je crois qu'il faut savoir que pendant de très longues années, l'État, sur la redevance publique, ils avaient créé une société qui s'appelait la Sofirad, Société de financement des radios, et que l'État finançait des radios et des télévisions privées par le truchement de la Sofirad. Ce qu'il faut savoir également aujourd'hui, c'est que le service public, dont je faisais partie, puisque je ne fais plus partie depuis 8 ans, le service public a pour mission de ne plus pratiquement produire de documentaires, de films, etc. Et ces financements vont directement à des sociétés privées. Je prends l'exemple de Martinique Première qui embauche souvent des privés pour réaliser des documentaires, etc. Donc, une grosse partie des budgets qui sont accordés à ce service public va également dans le privé. Ça fait partie des obligations d'ailleurs du service public. Ça fait public. partie des obligations. Moi, j'étais responsable des programmes et des productions. Je savais qu'on faisait des émissions comme Archipel. Toutes ces émissions ne sont pas réalisées par Martinique Première ni par les chaînes, sont réalisées par des services et ça coûte extrêmement cher. La télévision, et vous le savez autant que moi, coûte très cher, beaucoup plus cher que la radio. Parce qu'en radio, vous pouvez passer qu'à ça 20 fois dans la journée, mais vous ne pouvez pas passer un petit bout de film 20 fois dans la journée. Donc ça coûte extrêmement cher. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On décrit le service public, les redevances qui sont... Bon, mais est-ce que... Ce qui est vous bénéficiez, enfin le service public, pas vous, Jérôme Ambroisine, oui. de la redevance et de recettes publicitaires également. Donc finalement, vous avez... Oui, les parts du gâteau. Le service public, oui, je fais remarquer que la législation a évolué, effectivement. La législation a évolué parce qu'on ne peut passer de la pub qu'entre 9h du matin et 20h. En dehors de ça, pas de publicité. Et puis, il y a des publicités qui sont complètement interdites. Sur les alcools, sur le tabac, etc. C'est complètement interdit sur les antennes. C'est ce qui... Oui, pour nous également. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, tout le monde. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a un certain moment où ce n'était pas interdit. Sur certaines chaînes privées, notamment. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous n'estimez pas que dans nos régions, le système est tel qu'il est, en tout cas, est quand même assez déséquilibré? Probablement. Il faut mener une petite enquête, il faut mener une réflexion sur tout cela pour savoir si le système est déséquilibré et si on ferme le service public. Non. Oui, si on ferme le service public. Non, c'est pas ce qu'on dit non plus. Il n'y a plus de service public. À ce moment-là, il y a chez nous, par exemple, plus de 200 employés
Oui, non, mais bien sûr. Absolument, pour la radio et la télévision. Bon, c'est financé par le service public. Et méfiez-vous de savoir que la partie publicitaire n'est pas la principale ressource. Mais non, 80% ressources, donc la redevance télévisuelle. Ah oui, mais si on récupérait ne serait-ce que vos 20%, déjà, j'ai une question à vous poser. Ne faites pas mon procès, là. Non, monsieur Ambroisine, je sais, je vous en prie. Quel est le positionnement concret aujourd'hui de France Télévisions dans les Outre-mer? Alors, on sait qu'il y a notamment un territoire où France Télévisions est en recul, c'est à La Réunion, avec un opérateur privé qui est devant, que ce soit en radio ou en télévision. Dans l'outre-mer français, au niveau des Amériques, que ce soit la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe, la chaîne ATV est d'ailleurs la seule à se rapprocher au niveau médiamétrie de France Télévisions. Quel est le regard des personnels de France Télévisions, de la chaîne? Est-ce qu'on est véritablement en concurrence contre les chaînes privées qu'on essaye de faire couler, ou est-ce qu'on est en complémentarité? Quel est l'objectif de France Télévisions, selon vous, sur les territoires d'outre-mer? On sait bien que vous ne représentez pas France Télévisions. Je ne représente pas France Télévisions ni Martine Première sur cette antenne. Mais je dis la chose suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va fermer le service public, ou alors on va supprimer toute la publicité. Vous savez qu'en radio, par exemple, on a supprimé la publicité sur la radio à la fin des années 90. On a supprimé la radio complètement. Ce qui fait que la radio, tout de suite, a plongé. Parce que dire on va faire un jeu où vous allez gagner 1 000 €, où vous allez avoir droit à une paire de baskets Nike, etc. On ne peut pas le faire sur le service public. C'est interdit. C'est interdit. Donc, la radio, l'audience de la radio a chuté. Bon, si on le fait également sur le service public, ça va certainement chuter. Et on va dire, bon, une télévision commerciale n'est pas une télévision, c'est une télévision qui doit gagner de l'argent. Qui doit, comme disait tout à l'heure mon ami Eddy Rajo, il y a un problème économique. Recettes, dépenses. C'est incontournable. Donc, moi, je crois qu'il faut se diriger davantage vers le partenariat. Le partenariat pour faire les émissions. On peut dans le privé, chercher des partenaires qui financent des émissions. On peut le faire également dans le service public. On le fait dans le service public. Financer ces émissions. Mais j'ai dit la chose suivante, on va faire le CHUM, c'est un service public. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux cliniques privées? On va supprimer les dotations du CHUM parce qu'il faut donner aux cliniques privées plus d'avantages. Comment on fait? Donc, il y a une réflexion à mener à ce sujet, savoir si on supprime définitivement la publicité sur le service public, mais il faudra s'attendre automatiquement à une chute des programmes sur le service public également. Voilà. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a déjà essayé ça, et Géraud, tu sais très bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, ça marche ailleurs, parce qu'il y a des grands territoires. Sur les petits territoires, il y a des législations spécifiques à prendre. Parce qu'on ne pense pas... On évacue la réalité. La réalité, c'est qu'on est une biosphère toute petite, quoi. On est sur 1000 km², et effectivement, on veut et on a droit à ce qui se fait de meilleur. Et on n'est pas prêt à reculer. Les gens dans la rue, on va dire, on va revenir à une seule télé en noir et blanc qui va émettre de 9h du matin à 22h. C'est fini, ça. Donc, à spécificité particulière, financement particulier. Et ça ne représente pas des sommes colossales. On sait qu'une télé comme ATV a besoin, de 10 millions d'euros. Okay, c'est probablement 2 fois moins que ce dont a besoin Martinique Première. Bon. Mais l'idée, ce n'est pas de supplanter Martinique Première. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ici, il y ait, sur un petit territoire, une pluralité de l'information et surtout une plus grande réactivité sur des problématiques majeures. Si un jour il y a un méga tremblement de terre ici, l'information viendra de qui? D'où? S'il n'y a qu'une seule télé qui s'effondre. C'est pareil, on dit les hôpitaux, il y a un hôpital public, etc. Il faut le défendre, effectivement, mais il n'y a pas qu'un hôpital public. L'hôpital public à lui tout seul ne peut pas répondre à l'ensemble de la demande. Donc, sur chacun des éléments du service public, j'entends bien du service public, pas du mec qui vend de l'huile, du service public, l'information doit être considérée dans ce pays comme un service public.
Ce service public, il est fait par le public et il est fait en partie par le privé. La santé, c'est un service public. Il est fait en partie par le public, en partie par le privé. Mais on ne doit pas laisser en connaissance de cause le privé s'essouffler de manière systématique. Les types qui vont mettre de l'argent sur la table savent qu'ils vont perdre de l'argent le premier jour où ils vont travailler. Donc, il faut une réflexion globale, tu as raison, mais cette réflexion globale doit venir effectivement du gouvernement, de manière spécifique, et des politiques locaux. Sur un budget d'1,2 milliard d'euros, on peut très bien considérer que 30 millions ou 40 millions d'euros vont être répartis sur l'ensemble des médias de manière rigoureuse, sans contrepartie politique, sans contrepartie, j'allais dire, de retour, on va dire ça comme ça, de retour, pour des raisons qui sont des raisons d'équilibre politique et de respect de la valeur des médias. Je voudrais dire, bon, Eddie n'est pas d'accord avec mon point de vue. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas dire que la CTM, entre autres, va financer une télévision privée. À mon avis, il y a un risque politique. À mon avis, il y a un risque. C'est pas parce que l'équipe actuelle, hein, ça peut être droite, gauche, mais il y a toujours un risque politique. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait trouver un compromis pour que l'État français, sur les impôts d'État, aide les petites chaînes de télévision. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Il y a la presse écrite, il y a les radios aussi. Il y a la presse écrite, il y a les radios, il y a tout cela financé également. Et c'est pour ça que il y a un risque politique. Et j'avais commencé mon intervention tout à l'heure en disant qu'à l'époque, il y avait la Sofigrad. Je ne sais même plus si la Sofigrad existe. Je ne pense pas. Michel va nous le dire tout à l'heure, puisque je ne suis pas un économiste. Mais je pense qu'effectivement, il faut trouver des solutions pour ce qui concerne les chaînes privées sur nos îles, entre autres, sur nos îles, où comme disait Eddy, on n'est pas à 500 000, on n'est pas à 5 millions d'habitants, et puis on n'a pas un tissu économique suffisant pour que la publicité puisse financer la télévision, qui coûte très cher. Donc il faut trouver le moyen pour que, par des moyens d'État, on puisse aider ou intervenir sur le budget de ces télé privées. Alors, juste un petit point de comparaison, Kathleen, on parlait de financement. Le budget de Martinique Première, c'est entre 20 et 25 millions d'euros. Ça dépend en fonction des années. Il est plutôt en baisse ces derniers temps en raison de la conjoncture économique de l'État. Le budget d'ATV, c'est 3 millions d'euros. Et ce que vous disiez tout à l'heure au niveau des subventions apportées à la presse, ça existe. La France, chaque année, donne plusieurs millions d'euros, voire des dizaines de millions d'euros aux grands groupes de presse nationaux, justement pour des raisons de pluralisme de l'information. Alors, Michel Branchy, sur cette question, même si vous êtes plutôt là en tant que rédacteur en chef de justice, mais puisque vous êtes conseiller territorial également, sur cette idée que la CTM puisse financer et participer au financement des médias locaux, au nom du respect et du maintien d'une certaine pluralité, vous, quel est votre avis dessus ? Moi, et ça s'est déjà fait d'ailleurs. La collectivité a déjà versé des subventions à des télévisions. Je redis d'abord encore, vous l'avez dit, mais que je ne suis pas ici en tant que représentant de la CTM. Hein. Bon, donc je m'exprime en tant que rédacteur en chef de justice et en tant que citoyen. Bon, je souscris en grande partie, sauf peut-être petite nuance, à la proposition d'Eddy Marajo. Et en partie à celle de Jérôme Boisine, en disant que quand il part du principe qu'il faut une réglementation spécifique parce que nous sommes des petits territoires et que par conséquent, on ne peut pas raisonner de la même manière que dans un grand territoire. Bon. Et que par conséquent, il faut une réglementation, des règles spécifiques. Ça, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Et que c'est l'État qui doit faire les règles. Bon. Alors, là où je vais mettre un bémol, c'est à propos de 1 milliard, le fameux 1 milliard 200 millions d'euros de la CTM. Alors là, je vais faire un petit bémol, parce que... Un tout petit. 2 observations uniquement. La première, c'est que
ce ne sont pas nos impôts qui financent la CTM. Nos impôts, c'est 28% du budget de la CTM. Le reste, c'est essentiellement des dotations de l'État. Ce qui veut dire que la possibilité pour la CTM d'augmenter ses ressources est très faible. En plus, la plupart de ces impôts sont encadrés. Donc, nous n'avons pas l'autonomie financière. OK? Nous n'avons pas l'autonomie tout court. Ça, c'est un premier point. Mais oui. Et puis la deuxième chose, c'est que là où je suis d'accord avec lui, il faut une réflexion. Et je pense que voilà un sujet. On vient de mettre en place le Conseil économique et social environnemental. Il me semble qu'il y a déjà eu des productions. Oui, parce que cette question du modèle économique des chaînes privées se pose depuis très longtemps. Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel comme il y a tous les acteurs économiques et sociaux, les forces vives, en gros, qui sont représentées dans cet organisme qui vient d'être mis en place, ça, c'est un sujet qui mérite d'avoir une réflexion. Et moi, je ne serais pas opposé à ce que une fraction des ressources fiscales qui sont récoltées par l'État dans ce domaine soit décentralisée et que, effectivement, que les collectivités locales, dans les conditions que vous avez dites, c'est-à-dire que ce soit à titre de service public et non pas... elles peuvent demander de faire des émissions, à ce moment-là, elles font un appel d'offres, etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est déjà fait, d'ailleurs. Vous me faites un magazine sur les tortues. Oui, non, mais ça, c'est déjà fait. Bon, je cite un exemple je crois que c'est sur Martine Première que ça s'est fait. Bon, mais je pense que c'est dans cette direction qu'il faut se diriger. Et là, on a un schéma de raisonnement qui est correct. Malik Duranty, oui. Je voulais juste, par rapport à ce que Michel Branchi disait, il disait c'est 25%, 28% nos impôts et le reste, c'est les dotations de l'État. Mais les dotations de l'État, ça vient d'où? C'est de l'argent qui est constitué par quoi? Attendez, Michel, il fait la différence entre les impôts locaux et les impôts nationaux. Mais oui, mais les impôts nationaux, c'est quand même nous qui y participons, quoi. Un tout petit peu. Mais il ne faut pas faire croire qu'il y a des dotations qui sortent, je ne sais pas, d'un fonds particulier qui descendent. Madame Laporte, je voudrais te répondre quand même que les dotations de l'État, elles ont tendance en ce moment à plutôt diminuer. Et que nous n'avons pas la main sur ces dotations. Attends, mais je sais. Sur leur répartition. Par conséquent, non, mais oui, bon. Alors, c'est vrai que les dotations de l'État sont alimentées par les impôts de tous les citoyens qui sont dans la République française. Voilà, c'est tout ce que je voulais que tu dises. Bon, merci, c'est bon. bon. Mais je veux dire par là que la collectivité territoriale n'a pas la possibilité de décider d'augmenter ou de diminuer et de répartir autrement, d'ailleurs, ces dotations, parce qu'une grande partie, je prends l'exemple, parce que je ne voulais pas rentrer dans ce débat, mais une grande partie du budget de la CTM est un budget qui est affecté à des dépenses précises, notamment le social. Donc tu ne peux pas distraire de sommes. Les sommes qu'on te donne pour le RSA, tu ne peux pas les distraire pour les donner pour la télévision à TV. Donc vous considérez qu'on n'est pas en droit d'attendre une quelconque aide de la CTM? Non, mais puisque la question est évoquée, nous sommes en mode éducatif. Ce que je veux dire, que ça nécessite une étude sérieuse de tous les paramètres qui ont été évoqués ici. On a donné des éléments sur le budget du service. Parce que le service public aussi, il est singulièrement attaqué par ce gouvernement. Bon. Les journalistes de France Info subissent des coupes sombres pour diminuer à la fois la quantité et la qualité des programmes et les personnels. Bon. Autrement dit, l'austérité qui est... Vous ne voulez pas rentrer là-dedans. Mais l'austérité qui est appliquée aux collectivités s'applique aussi au service public. Et puis le service public, la notion même de service public dans ce gouvernement-là est attaquée aussi. L'idée même qu'il y ait un service public, que ce soit de la santé ou d'autres choses, c'est une idée qui est considérée comme ringarde par la pensée dominante. Voilà. Non, ça, merci. Alors, Malik Duranty, est-ce que vous souhaitez réagir
sur ce débat et la question du modèle économique Oui, des télévisions privées. c'est juste par rapport justement au début de la présentation finalement, parce que ce temps de mobilisation-là nous a permis d'entrer plus encore dans les activités d'ATV. Moi, il y a quelque chose auquel j'ai pensé, c'est lorsque vous avez parlé de pouvoir réaliser des reportages pour des chaînes étrangères comme TF1, etc., qui étaient déjà dans... Et il y a toujours une phase de transition lorsqu'on essaie de construire un modèle économique. Et moi, je me demande, bon, après la CTM, les différents, bon, c'est vrai, ils ont leur spécificité. Comment des annonceurs privés, à un moment donné, peuvent consciemment, parce que produire de l'image de nous-mêmes et aller là vendre nous-mêmes à tout un marché qui est disponible, comme l'Union européenne, comme la Caraïbe, comme les États-Unis. Aujourd'hui, on voit la qualité d'ATV. Enfin, moi, je suis d'une génération où quand ATV est arrivé, waouh, machin, il y avait des émissions historiques, littéraires, il y avait tout un tas de choses, musicales, etc., qui nous montraient sur certains aspects et qui, aujourd'hui, avec la qualité qu'on a atteint, parce que si vous allez, maintenant c'est un peu ça la carte de visite, on va en France, on te dit, ah bon, tu habites en Martinique, c'est quoi ta chaîne de télé? Parce qu'on a accès à ça aujourd'hui en France. Et c'est vrai qu'on va montrer ATV parce qu'il y aura ce petit côté martiniquais qui va bien ressortir et un peu moins peut-être de mimétisme que sur d'autres chaînes et peut-être une meilleure qualité que sur d'autres chaînes encore du paysage martiniquais. Et partir de ce constat-là, comment on aurait pu imaginer justement accompagner ATV pour monter en charge et produire de plus en plus, en sachant qu'une bonne partie des intervenants dans votre production le font sous forme précaire. Donc il y a aussi un enjeu social à développer vos productions, à développer l'endroit où vous vendrez ces productions-là, où vous distribuez ça. Et dans une idée de l'économie circulaire, c'est aussi une façon d'intéresser plus de personnes à ce que nous sommes et à venir nous voir et peut-être venir investir aussi à leur tour. Oui, Daniel Apport. Oui, concernant le financement d'une télé, quand on est sur des financements liés à la publicité, ça oriente en quelque part le contenu des programmes. Parce que pour plaire aux financeurs, qui sont donc vos entreprises, etc., il y a forcément une ligne éditoriale que vous devez avoir pour plaire à ceux qui injectent de l'argent chez vous pour faire passer de la pub. Donc, c'est un... Ah ben oui. Oui, bon, c'est des bras de fer constants, mais la rédaction essaie de... oui. Bon. Mais ça se pose pour les télévisions publiques comme les télévisions privées. J'allais le dire. Donc, mais c'est le rôle des rédactions de tenir tête, bien sûr, tant que faire se peut. Oui, mais si on lit, si on décrypte les programmes d'ATV, on décrypte les programmes de Martinique Première, on sent très bien qu'il y a la main du maître derrière, quoi. Alors maintenant, comment... Je suis pas d'accord. Comment se libérer? On n'est peut-être pas d'accord, mais moi, en tant que sociologue, j'analyse les choses. C'est pas systématique. Mon ami Malik, on peut en discuter longuement. C'est un gros problème. Comment sortir... ça, c'est valable partout dans le monde. On le voit sur Martinique Première, on voit bien qu'il y a le là gouvernemental, le là étatique dans les programmes. Donc maintenant, ça c'est la grande question, comment s'affranchir du diktat, si on veut, de la finance, qu'elle soit étatique, qu'elle soit privée, pour pouvoir faire une télévision qui puisse être en mode culture. Quand je dis culture, donner de la connaissance, donner de l'esprit critique, permettre justement cette prise de hauteur que nous essayons de faire ce soir. Comment, au quotidien, ces espaces-là pourraient rentrer dans cette dynamique? Pour moi, c'est la question de fond. Après, chercher les financements pour que X, Y, Z vivent. Bon, on va se battre au quotidien. Mais qu'est-ce que l'on aura changé quant au fond? C'est le modèle d'Arte, mais effectivement, il faut... Qu'est-ce qu'on aurait changé quant au fond à la conscience? Eddy Marajo? Le problème, c'est qu'on peut décider de ça, et puis après, les gens qui ont décidé de ça, quand il s'agit de mettre de l'argent sur la table, on ne les retrouve plus. C'est ça, ma problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'effectivement, Daniel, on peut imaginer une télévision qui est une télévision de la connaissance et de
de la haute volée en termes de contenu. Ce n'est pas forcément de la haute volée. Hein. Oui, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une caricature. Non, mais je ne veux pas caricaturer, mais il faut quand même se rappeler que tout ça, ça coûte de l'argent. Et si on veut s'affranchir et être indépendant du maître, comme tu dis, si bien à la fois étatique ou à la fois privé, eh bien, il faut qu'on ait d'autres ressources. On ne peut pas exiger du maître d'avoir de l'argent et puis de lui faire une télé qui ne lui plaît pas. On ne peut pas dire aux annonceurs, écoutez, les mecs, donnez-nous du fric et puis on va vous rentrer dedans à chaque journal télévisé. Donc ça, c'est pas possible. Je pense que ça, c'est la réalité. Donc, soyons pragmatiques, soyons intelligents. Il y a une télévision qui est le travail de l'équilibre. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut chercher. Et le monde libre, le monde démocratique, je ne parle pas des dizaines de pays où ce n'est pas possible de dire ce que l'on pense sur une chaîne de télévision. Je parle des pays qui cultivent cette liberté. C'est le travail quotidien de cette recherche d'équilibre. On ne dit pas qu'il n'y a pas de pression. Il y a des pressions, de toute façon. Il y a des annonceurs qui appellent en disant « je retire mes publicités parce que tel journaliste a dit telle chose ». Ça, c'est une réalité, c'est vécu tous les jours. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on soit naïf. Donc c'est pour ça que le meilleur moyen de trouver cet équilibre, c'est de travailler à la fois à un financement public qui soit totalement indépendant d'une prise de position politique. Et tu as raison, Géraud, et tu as raison. Ce risque politique est majeur. Donc, avec des lignes qui sont votées chaque année, quelle que soit la ligne éditoriale dont on parle, et puis en même temps travailler sur un équilibre privé. Et c'est ça qui permet au terme de ce débat. On va faire un tour de table qui permettra à chacun de dire un mot de conclusion de son propos sur les thématiques abordées. Moi, j'avais une question à poser un peu à tout le monde ici. C'est vrai qu'on a été un peu surpris, il faut le dire, de voir qu'aujourd'hui, une télévision, à l'heure du numérique, à l'heure de Facebook, de WhatsApp, on pense presque tous que la télévision est morte et qu'on voit cette mobilisation de la population martiniquaise pour sauver cette télévision. Alors selon vous, est-ce que la Martinique fait exception ? Est-ce que c'est dû à la composition de la population ou est-ce que la télévision a encore de belles heures devant elle ? C'est le meilleur démenti à toute cette espèce de... Tu parles d'idées dominantes. Tout à fait. C'est faux. Je veux dire, par exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tout le monde est connecté ». Mais c'est faux. Les gens ne sont pas connectés. Les gens sont soi-disant connectés. Les gens viennent... Alors nous, on fait des études qui indiquent que les gens viennent voir le journal télévisé, mais en ayant connaissance de 75% de ce qui va leur être annoncé. Mais pourquoi ils viennent alors ? Ils viennent pour savoir si c'est vrai. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes les 10 heures de vérité. C'est-à-dire tout ce qui tourne là sur les réseaux sociaux, pour les gens, c'est de l'info. Mais ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Et ce rôle de marqueur social, ce rôle fondamental de pivot de la société, la télévision joue ce rôle encore et le jouera encore pendant de très nombreuses années. Donc vous devez tenir. Tout à fait. Et je veux rajouter que la télé n'a pas fait disparaître la radio. Et donc le numérique ne fera pas disparaître la télé non plus. Par contre, il a changé la donne dans la manière de consommer l'information. Ouais. Et aujourd'hui, c'est segmenté. C'est-à-dire que les téléspectateurs choisissent leur programme, c'est un peu à la carte. Et c'est là que les médias doivent s'adapter, adapter leur contenu au lectorat, aux téléspectateurs, etc. Merci. Michel Branchi, le mot de la fin. Tu as ton micro, Michel. Oui. Non, je voulais ajouter, dans le prolongement de ce qu'on vient de dire Eddy et Mme Malmain, qu'en plus, ce succès, je reviens à ce que nous avons dit au début, c'est qu'avec ATV, les Martiniquais se voient. Oui, c'est ce regard sur nous-mêmes. C'est le regard de nous-mêmes. Donc, et le succès de cette initiative, qui moi-même m'a surpris, je crois que c'est la vérification que nous avons encore besoin
de nous retrouver entre Martiniquais, parce que nous avons enfin compris, nous sommes en train de comprendre que c'est nous-mêmes qui pouvons être les acteurs de ce pays-là. Voilà. Un dernier mot, Jérôme Ambroisine. Oui, c'est du Césaire. Oui, moi je pense que, comme on dit banane de la Martinique, banane de la Guadeloupe, nous allons dire télé de la Martinique. Et je pense que ATV s'inscrit dans le paysage audiovisuel de la Martinique comme étant inéluctable. Il ne faut pas qu'ATV s'arrête. Il ne faut pas, parce que c'est à nous. C'est ça votre publicité. ATV, c'est télé-nous. Et il ne faut pas qu'ATV disparaisse. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je vais dire une chose, même si on a tendance à dire qu'il y a des pressions politiques, etc., sur les journalistes, c'est peut-être vrai, c'est sûrement vrai, mais je dis que chaque journaliste aussi a sa façon d'écrire son texte. Chaque journaliste a son état d'humeur. Chaque journaliste a également sa façon de s'exprimer. Ça s'appelle la sémiologie, la sémiotique visuelle. C'est-à-dire qu'on est en train de commencer un reportage par... ça dépend de la façon dont on commence un reportage. On met l'accent dessus. Enfin, je n'ai pas fait un coup de sémiotique à l'antenne. Mais je veux dire la chose suivante, c'est que, en fait, moi, je crois que le succès de cette opération Aidons ATV est mérité, déjà, bien organisé. J'y crois, je crois fermement. Et il faut absolument y croire. Et il faut absolument que ATV s'en sorte, quoi. Pour que la semaine prochaine, eh bien, on dise « Ah, ça continue ». Voilà. Merci, Monsieur Ambroisine. Daniel Laporte. Oui, donc, vous avez un témoignage que les gens regardent la télé. Donc, vous avez votre responsabilité est encore plus grande en termes de qualité, de vérification de l'information portée à la population, parce que trop souvent, nous avons des informations, je ne parle pas de vous, hein, mais d'une manière générale, qui sont données par les médias, les journalistes, et puis, après vérification, elles sont fausses. Et les gens vous disent quoi? Ça a été dit à la télé, ça a été dit à la radio, donc c'est vrai. On donne aux journalistes une espèce de positionnement et de pouvoir d'une vérité qui n'est pas vraie. Donc maintenant, quel défi? Il vous appartient aujourd'hui de relever ce défi pour élever, je répète, la conscience et donner en analyse de l'information. Merci Daniel Laporte. ATV, c'est de l'information, mais c'est aussi du divertissement. Et c'est vrai que nos téléspectateurs aiment beaucoup aussi leurs feuilletons et les programmes de télécrochet. C'est nécessaire. Voilà, si ça doit participer à l'élévation de l'âme, on y va. Malik Duranty, le mot de la fin. Ben, moi, j'ai envie de dire que ATV, c'est une initiative. Elle est dans une logique démocratique, c'est-à-dire notre pays est dans une transition démocratique et nous devons apprendre à vivre en démocratie, que ce soit les politiques, que ce soit les citoyens. Et donc, nous devons apprendre à vivre dans la pluralité des voix qui expriment la réalité de notre pays. ATV a commencé ici, en Martinique. Aujourd'hui, c'est la Guadeloupe, c'est la Guyane, c'est l'ouverture sur la Caraïbe, c'est une possible ouverture sur l'Europe. Et comme on disait, avec un maître qui n'est pas forcément naturel, qui va toujours chercher à s'imposer. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ATV a fait la preuve qu'il peut y avoir un élan démocratique spontané chez les Martiniquais pour quelque chose qui est aussi important que notre image. Et Aimé Césaire avait eu à faire des actions pour créer des écoles, etc., pour travailler à notre image. Et là, on est dans un laboratoire. Et depuis quelques jours, j'ai vu beaucoup de jeunes Martiniquais qui ouvrent leurs yeux sur leur pays. J'ai vu qu'on sort de l'illusion, parce que vous avez parlé rapidement d'Internet, mais c'est la grosse illusion, c'est la grosse arnaque. Et là, maintenant, on est face à de la réalité, on le vit en direct à chaque fois, et il faut pouvoir le dire, et il faut que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des grands dirigeants, puisque vous savez, on est en entreprise, c'est eux qui a géré, donc c'est eux qui a choisi, eh bien, choisi PIA, pas choisi corps, choisi PIA, et puis bah, PIA en chance, en love, parce que, non mais attendez, il a... Parce qu'il faut savoir, non, PIA en chance, parce que ATV, c'est notre télé, et qu'il faut savoir se mettre ensemble au bout d'un moment, au-delà des clivages, parce que nos mots n'auront de sens qu'à partir du moment où on va leur donner un contenu, et c'est ce qu'ATV fait chaque jour, en allant auprès de notre population, qu'on écoute leur langage, et nous, sociologues, on le sait, et on écoute leur sens de la vie.
Merci. Malik Duranty. Et Eddy, je reviens parce que vous n'avez pas répondu à ma toute première question. Est-ce que selon vous, ça a valeur de sondage, cette opération qui a été menée, cet engouement exprimé par la population et qui peut déjouer certains sondages? Alors, nous, on fait des sondages sur la télévision depuis 1992. ATV est né en 1993. Et depuis, tous les trimestres, nous faisons un sondage sur la télévision. Et quand j'amène mes résultats, sondage gratuit, hein, quand j'amène mes résultats à ATV, les gens sont perplexes depuis 1993. Parce que systématiquement, quand on leur dit quelle est votre télévision préférée, Géraud, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire, ATV est la télévision préférée. Et quand on leur demande pourquoi, et ça c'est fondamental, ils disent parce qu'ils nous montrent. C'est fondamental. Et ce que les magistrats, ce que les investisseurs, ce que les politiques devraient retenir, c'est qu'on ne peut pas diriger un pays qui ne se voit pas. C'est pas la peine. Tu peux leur dire, voilà le Dieu que tu dois adorer. Si le Dieu n'est pas de leur couleur, finalement, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Et qui ne nous montre pas alors. Non, mais elle montre aussi, oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de procès. Oui, Martinique Première, parlons clair. Martinique Première fait un travail formidable. Et les gens comme Géraud ont fait un travail. Géraud a introduit le créole à Martinique. J'appelle ça Martinique Première. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. L'identité. Ce pourquoi les gens vous aiment, simplement, c'est qu'ils se retrouvent une partie de leur identité, ou la totalité de leur identité, à l'antenne. Point. Le reste, c'est du verbiage. Tout à fait. Et c'est vraiment cette idée de complémentarité que les deux médias puissent exister dignement, finalement. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de guerre entre le service public et les médias privés. Bon, et que chacun on fait sa référence part chaque fois au service public contre le média privé, etc. Je crois que chacun a son auditoire. Chacun a ses téléspectateurs. Il faut que chacun puisse vivre et d'ailleurs, les autres aussi, KMT, Zouk TV, aussi, ils ont leurs téléspectateurs. Et donc, il n'y a pas d'histoire. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de concurrence réelle. Chacun, par contre, il faut que chacun respecte les créneaux des autres. Que chacun puisse subsister dans son créneau. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir permis aux téléspectateurs d'analyser un petit peu ce qui se passe. Vous avez dit, il faudra encore beaucoup parler. Daniel Laporte, vous avez parlé d'assises, enfin bref. Il y a beaucoup de choses encore à venir et maintenant c'est l'avenir qui se prépare. On rappelle, Jean-Marc, que nos téléspectateurs peuvent encore collecter puisque pour l'heure, nous n'avons pas atteint l'objectif fixé, même si nous en sommes très proches. Donc vous pouvez encore donner 10 € pour sauver ATV demain à l'accueil, ouvert de 7h30 à 22h. Et puis nous serons également toute la journée de demain en opération Coller les têtes, coller les épaules, en partenariat avec RCI, afin que tous ensemble, vous nous aidiez à boucler ce projet et atteindre l'objectif. Jean-Marc. Voilà, et je vais juste rappeler le montant collecté selon nos estimations ce soir. 336 000 €. Il faut évidemment atteindre l'objectif fixé à 350 000 € pour pouvoir obtenir les parts de la société avec l'audience du tribunal prévue mardi prochain. Merci à nos invités, merci aux équipes techniques, merci à la caravane qui a fait son dernier jour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe qui était cet après-midi au niveau de Madiana avec ce ATV Show. Et merci à vous, Kathleen, qui était réveillée depuis ce matin très tôt pour accompagner les téléspectateurs sur ATV. Vous étiez là dès 9h. Merci à vous. Excellente soirée. On se retrouve demain, peut-être pour une dernière émission. Et une bonne nouvelle, peut-être, si grâce au dernier coup de collier, nous pouvons boucler ce projet. Merci. Merci à vous. À tous. Excellente soirée sur ATV. À demain.